Bonsoir à tous, mercredi 10 janvier, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information locale sur TV 78. Les titres de ce 7-8 journal. Le début aujourd'hui des soldes d'hiver, l'opération chez les commerçants va durer 6 semaines jusqu'au 20 février. Ce matin, les centres commerciaux de Saint-Quentin-en-Yvelines ont accueilli leurs premiers clients. Reportage à suivre. C'est l'une des sorties littéraires de ce début d'année. La communauté vient de paraître chez Albin Michel. Une plongée au cœur de Trappes, cette ville où rien ne se passe comme ailleurs. Selon ses auteurs Ariane Chemin et Raphaël Baquet, les deux grands reporters au journal Le Monde sont nos invités. Enfin, c'est une opération au profit du Secours populaire qui débute aujourd'hui. Petit pot pour grand sourire. Le principe, un don de produits pour bébés contre une séance photo chez un photographe. 2 photographes des Yvelines d'ailleurs participent à l'action. L'un est basé à Elancourt. Frédéric Gras sera sur ce plateau. Beaucoup ont noté cette date dans leurs agendas. Les soldes d'hiver viennent de débuter dans toute la France et malgré une baisse de la fréquentation des magasins, près de 4 Français sur 10 avaient prévu aujourd'hui d'aller chasser les bonnes affaires. Michael Elmidoro est allé dans les centres commerciaux saint-quentinois. Des prix cassés, un geste bien connu, une forte affluence au niveau des caisses. Les soldes d'hiver ont officiellement débuté ce mercredi 10 janvier. Dans cette boutique de plaisir, une dizaine de clients n'ont pas hésité à se lever très tôt pour trouver la perle rare. Parce que tout simplement ça part très vite et que tout ce qui est à moins 50, moins 60, qui est dans les bonnes tailles, ça part le premier jour ou le premier week-end. Sur un coup de chance, on peut trouver des choses, mais c'est plus compliqué. C'est mieux, on va dire. Parce que malheureusement, des fois, on attend la première démarque, on n'a plus les tailles. Donc c'est bien de venir le premier jour. Cette année, les boutiques ont décidé de baisser les prix dès le jour J pour concurrencer les plateformes Internet. Les clients peuvent acheter des produits au tarif de la deuxième démarque dès la première semaine. Allez, on en profite, mesdames. Moins 10% supplémentaires des 2 articles achetés jusqu'à 14h. Faut en profiter, c'est maintenant. On peut passer d'un pull à 35,99 € à un chemisier à 25,99 €. Enfin, vraiment, les prix de nos jours ont plus augmenté qu'auparavant. Donc, du coup, les soldes sont vraiment plus intéressantes aujourd'hui. Affluence des grands jours également dans les centres commerciaux de Montigny-le-Bretonneux. Dans ce magasin spécialisé dans les collants, l'affluence est 40% plus élevée que sur un jour classique. Les gens attendaient un peu que ça, les soldes, malgré les ventes privées qu'il y avait avant. Là, ça les arrange bien aussi de voir que c'était à moins 50. Certains n'ont pas hésité à empiéter sur la pause déjeuner pour faire chauffer la carte bleue. Qu'est-ce que vous avez trouvé alors du coup ? Des collants. Je suis venue principalement parce que j'en avais besoin, mais du coup, comme j'en ai vu à moins 50%, je les ai pris. Je les aurais pas pris s'ils n'auraient été pas en promo, donc voilà. Cette cliente repartira finalement avec 20 € de collants dans son panier. En moyenne, un Français devrait dépenser 200 €. Les soldes se termineront dans 6 semaines, le 20 février prochain. Invités de ce journal, elles sont grands reporters au journal Le Monde, Ariane Chemin et Raphaël Baquet. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez chez Albin Michel ce livre, La communauté, sorti le 4 janvier. Une plongée à Trappes, son histoire, sa suite de destins glorieux, ses personnages qui s'y investissent encore aujourd'hui, mais aussi ses tabous avec ce triste record de 67 personnes qui sont parties en Syrie faire le djihad. On va y revenir au cours de cet entretien. Trappes, je vous cite, c'est une ville où rien ne se passe comme ailleurs. Dans d'autres interviews, d'ailleurs, vous parlez même de ville romanesque. Pourquoi était-il intéressant de consacrer une enquête, un livre à Trappes ? Parce que Trappes, c'est une sorte de précipité de l'histoire de France. C'est une ville où tout se passe de manière exponentielle, romanesque, c'est au sens large. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que c'est un roman, mais ce n'est pas un roman. Et tout se passe de manière incroyable. Par exemple, les émeutes de 2005, il y a un gardien qui meurt dans la cour du lycée. Ensuite, en 2013, on a dit que ce sont les premières émeutes contre des commissariats en France. Il y a une synagogue qui brûle dans l'année 2000. Il y a des stars inouïes qui sont nées à Trappes et que connaît la France entière. Donc ça nous a paru passionnant. C'est aussi une histoire, j'imagine, plus générale de la banlieue, ce livre, La communauté. Oui, surtout la banlieue, enfin, vous êtes bien placé pour le savoir, elle est toujours abordée de façon très passionnelle, avec à chaque fois des positions politiques ou morales très fortes. Et nous, on voulait revenir à quelque chose de beaucoup plus journalistique, vraiment une enquête détaillée, nuancée, sans parti pris. Et qui permet de raconter effectivement un bout de l'histoire de France et un bout de l'histoire des banlieues des années 60 à aujourd'hui, au fond, avec à la fois l'afflux d'immigration et la façon dont effectivement la physionomie de ces villes a changé. Oui, parce que dans cet ouvrage, vous balayez aussi
plusieurs années d'histoire, vous l'avez dit, vous partez des années 60-70. À la base, Trappes était une ville de cheminots, 10 000 habitants dans les années 60-70. Exactement, et elle va exploser quand les recruteurs des industries automobiles vont aller au Maroc, en Algérie, chercher des travailleurs qui vont arriver évidemment dans plusieurs villes de France, dont Trappes, comme les parents de Jamel Debbouze, comme les parents d'Omar Sy, comme les parents de Lafouine, donc qui sont un peu les héros de notre livre, avec d'autres personnalités, des professeurs, des associatifs qu'on voit tous les jours. Tout s'entremêle, on l'a compris. Sur le titre, la communauté, cela renvoie, on a l'impression que c'est une famille, tout le monde se connaît. À Trappes, c'est l'impression que vous avez eue en menant cette enquête. Parce que Trappes n'est pas une ville si grande, elle fait 32 000 habitants. Et ce qui nous a frappé au début, c'est que tout le monde a été soit à l'école avec Jamel, soit dans le même square qu'Anelka, soit en colonie de vacances avec le Parti communiste avec un tel, Lafouine au conservatoire avec tel autre. Et au fond, c'est vrai que ça forme comme une famille. Alors la famille, c'est à la fois formidable et parfois ça peut être un peu étouffant. Ça renvoie aussi l'idée de communauté à quelque chose peut-être qui est renfermé aussi sur elle-même. On peut avoir aussi cette notion-là, c'est aussi le sentiment que vous avez eu. Oui, on voit bien qu'il y a les deux versants, hein. La communauté, c'est un cocon où on peut se retrouver et vraiment, Trappes répond à ça. Il y a des liens de solidarité, de familiarité, affectifs aussi très forts. Et on a d'ailleurs été extrêmement bien reçus à chaque fois. Et puis, il y a une forme parfois d'oppression qui peut exister comme dans ces familles, comme dans ces clans très soudés. Et parfois, c'est difficile, au fond, de réussir, une forme de pression, sinon finalement. en partant. Ouais, c'est une forme de pression, finalement. Oui, mais une forme effectivement de pression du groupe. Alors, si on revient aussi sur Trappes comme communauté, comme famille, on a aussi le sentiment que c'est une mosaïque de culture. Jamel Debbouze le dit d'ailleurs très bien dans un de ses sketchs. Il dit que finalement, à Trappes, c'est la ville où tout le monde se melting, pour le citer. C'est une mosaïque de culture. Melting pot, ça veut dire que tous les potes se melting. Effectivement, ça nous a beaucoup plu. Mais de toute façon, Jamel Debbouze, c'est le poète de Trappes. Avec Lafouine, d'ailleurs, il raconte merveilleusement cette ville, parce qu'en fait, il a fait de sa vie à Trappes et de son enfance, au fond, le vivier dans lequel il va puiser tous ces trappes. Et puis, on a appelé ça la communauté aussi parce que, d'abord, ça a été une communauté communiste, il y a très longtemps. On dit ville rouge, mais c'était en fait une ville bleue, parce que tout le monde était cheminot, habillé en bleu. Et puis, il y a le square emblématique de la commune. Square, et le square de la commune, qui est quand même le plus fameux de Trappes. Donc vous balayez, donc on l'a dit, plusieurs années d'histoire, vous partez des années 60-70, à finalement aujourd'hui, donc au début c'était un bastion de recrutement pour les entreprises automobiles et vous arrivez à ce triste constat aujourd'hui, c'est un bastion de recrutement pour le djihad, pour ces personnes qui sont envoyées en Syrie, 67 personnes, vous avez notamment compté ces personnes. Comment on arrive à passer finalement de ce bastion communiste à ce bastion djihadiste finalement? En fait, c'est un enchevêtrement de destin, de causes aussi. Et c'est ça qu'on voulait raconter de façon plus détaillée. Parce que pour éviter de tomber dans les caricatures, justement, il y a 1000 causes qui se sont mêlées. Oui. Et aussi cet enfermement, justement, ce huis clos qui fait que, effectivement, on peut partir au djihad à une bande de copains, des voisins, du même square. Et ça aussi, ça nous paraissait intéressant à raconter. Vous avez senti un tabou sur cette question quand vous avez mené l'enquête? Oui, bien sûr qu'il y a un tabou parce que d'abord on a mis un an pour récupérer ce chiffre. Il y avait des chiffres très farfelus qui circulaient, soit sous-évalués, soit surévalués. C'est difficile parce que c'est très compréhensible pour les familles, c'est dur. Un enfant qui part faire le djihad, on n'a pas forcément envie de se confier, d'aller en parler, donc c'est très compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai, d'abord les départs au djihad, ils sont terminés. Il y a la grande vague de départ, c'est entre 2013 et 2015. Maintenant c'est fini et c'est un tabou dans les familles, à la mairie, un peu partout. C'est une peine, évidemment, pour les familles, et puis c'est un drame. Et puis effectivement, c'est une sorte de tabou français et un tabou de Trappes. Autre citation que je voulais mettre en exergue dans ce livre, vous dites « Y rester, c'est accepter ses codes, ses interdits. Pour briller, il faut en partir ». Vous voyez, l'impression, c'est qu'il est difficile d'en partir aussi bien alors pour les destins glorieux, Jamel Debbouze, Omar Sy, que pour ces enfants perdus qui vont partir faire le djihad. On a l'impression que pour exister, il faut partir de Trappes. En tout cas, pour rompre avec la ville d'une certaine façon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent à Trappes, qui travaillent dans les commerces, dans les entreprises. Mais quand on veut émerger,
quand on veut se distinguer, effectivement, on l'a bien vu pour les artistes, le retour est difficile. Les relations de Jamel Debbouze ou d'Omar Sy sont parfois compliquées avec leur ville d'origine. Notamment lors de son premier spectacle en 2000. Il peut y avoir des accueils mitigés. C'est évidemment un très grand décalage quand vous devenez une espèce de célébrité internationale et hollywoodienne comme Omar Sy. C'est vrai que ça paraît difficile de garder un lien avec sa ville, sa communauté d'origine. Si on revient sur la démarche, il nous reste 2 minutes dans cet entretien. Combien de temps vous avez passé à Trappes pour On cette est venu enquête? très régulièrement pendant 1 an, depuis novembre 2016, et très facilement parce qu'on travaille à Paris, mais enfin Trappes c'est tout près de Paris. Oui. Et c'est vrai qu'on a quand même été très chaleureusement accueillis, ça nous a fait plaisir. Et c'était aussi un moyen d'évacuer les... C'est vrai qu'il y a des caricatures, et donc on ne voulait pas tomber là-dedans. Ouais. Et c'est vrai que l'accueil n'était pas celui qu'on raconte parfois. Au contraire, les gens, on les a vus parfois 4, 5 fois, on a pris un temps fou. Et surtout, ce qui nous a intéressé, c'est qu'on a vu aussi des personnes très âgées qui nous ont raconté leur arrivés en France, comment ils avaient été recrutés au Maroc, à Oujda par exemple, comment on les tamponnait sur le bras pour venir travailler, et qu'ils n'avaient pas forcément raconté ça à leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est toujours pareil d'ailleurs. En France, on a du mal à raconter les souvenirs à sa famille, mais peut-être qu'aux étrangers, c'est plus facile. C'est des dizaines et des dizaines de témoignages récoltés au final. Combien Ah oui, vraiment. On a vu beaucoup de monde dans des genres très différents, si je puis dire. Effectivement, à la fois des professeurs, des associatifs, des commerçants. Et vraiment, c'était très intéressant de se faire raconter tout un pan de l'histoire de France qui reste assez méconnu au fond. À la fois l'histoire des banlieues, l'histoire de l'immigration. Et c'est cela qu'on a voulu vraiment restituer. Dernière question, très rapidement. Vous avez déjà eu des retours depuis la sortie du livre, le 4 janvier, des retours de trappistes sur Oui, sur ce très livre. gentils en général. Vraiment, ça nous a fait plaisir. Et on précise que vous serez donc en dédicace au Pavé dans la Mare, la librairie d'Elancourt. Ça sera le 2 février. Le 2 février. Merci beaucoup d'avoir été à avec nous, Ariane Chemin, Raphaël Baquet. Je rappelle que vous publiez chez Albin Michel ce livre, La Communauté, donc, qui est disponible. Vous pouvez vous rendre notamment sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup. C'est une cérémonie traditionnelle en ce début d'année. Guyancourt présentait ses vœux hier à ses habitants au pavillon Waldeck-Rousseau. La soirée a débuté par quelques prestations artistiques et s'est poursuivie par la remise de médailles, des médailles de la ville. Tant fort le discours du maire Marie-Christine Le Tarnay qui a fait un tour d'horizon des projets en 2018 suite des travaux des Mailles des Sceaux, l'arrivée de nouveaux logements sur la commune. Cette année, Guyancourt attend surtout avec impatience la Ryder Cup 2018. Elle est programmée fin septembre au Golf National situé sur le territoire de la ville. Un travail sur la sécurité et l'accueil du public va se poursuivre. Écoutez. On a travaillé depuis de nombreuses années pour que tout se passe bien avec la Fédération française de golf, avec le département et avec Saint-Quentin-en-Yvelines. Et on attend maintenant avec beaucoup de plaisir toutes les personnes qui vont arriver sur Guyancourt en septembre. Là, c'est 70 000 personnes par jour pendant la Ryder Cup. Énormément de personnalités aussi qui vont être présentes. Et c'est un événement très très fort. Coup dur en ce début d'année pour Yvelines. Information jeunesse, la structure départementale dont le siège est situé à Montigny-le-Bretonneux ne sera désormais plus centre d'information Europe Direct. C'est une mission de l'Union européenne qui l'Union européenne n'a pas souhaité renouveler cette année. Les explications avec ce sujet d'Aurélie Ronze. Il est encore présent à l'entrée, pourtant ce label n'a pas été renouvelé. Depuis 10 ans, Europe Direct Yvelines avait pour objectif d'informer les habitants du département sur le fonctionnement et les dispositifs de l'Union européenne. Le président de la structure, qui gère une trentaine de points et bureaux information jeunesse, a son explication. La raison officielle, c'est que notre dossier était très bon, mais que nous touchions trop spécifiquement un public de jeunes. Et ce label ne concerne pas que les jeunes. Je crois que c'est plutôt une question économique de leur part. C'est qu'il y avait 2 structures dans le département qui portaient ce label. Une à Saint-Germain-en-Laye, la Maison de l'Europe et nous. Et manifestement, la Commission européenne a fait un choix de rationalisation et de ne retenir qu'une seule structure dans le département. Yvelines Information Jeunesse continuera à informer sur l'Europe grâce à son autre label, Eurodesk, qui s'adresse aux jeunes et qui est centré sur les questions de mobilité. Pour 2018, le manque à gagner est de 25 000 € sur les 300 000 € de budget annuel. Malgré tout, la structure reste confiante.
C'est beaucoup, d'autant plus que le reste des subventions, globalement, est quand même sur une pente descendante assez forte. Ça nous oblige aussi à nous recentrer sur nos missions, à nous organiser aussi, à bien repenser les missions. Donc on survivra, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, on va continuer à faire nos missions, mais voilà, ça nous oblige à être plus sélectifs dans nos actions. Yvelines Information Jeunesse souhaite notamment encore plus développer cette année les interventions en milieu scolaire ou encore les opérations comme le service civique dating en octobre dernier qui a permis à 50 jeunes de signer un contrat. Petit pot pour grand sourire, c'est le nom de cette opération solidaire au profit du Secours populaire. 4 photographes l'amènent en France, dont 2 dans les Yvelines, Marie-Louise Le Goff à Conflans-Sainte-Honorine, et à Élancourt, Frédéric Gras, bonsoir, qui est mon invité depuis plusieurs années. Vous êtes donc basé à Élancourt, dans le département. Le principe de cette opération, on le rappelle, c'est un don de produits bébés contre une séance photo, c'est ça ? C'est ça. En fait, les personnes qui vont s'inscrire chez chaque photographe ne payera pas la séance photo et doit amener, en fonction des besoins du Secours populaire, des dons pour les enfants essentiellement, des couches, des petits pots, des produits d'hygiène. Et ensuite, ces lots, c'est nous qui les récupérons et on les reverse à la fin de l'opération dans leur intégralité au Secours populaire. Moi, c'est le Secours populaire de Élancourt. Élancourt et l'antenne d'Élancourt. Exactement. Et après, mes amis photographes dans leur antenne dans chaque ville, pour les 3 autres. Voilà. Très bien. C'est des séances pour enfants, j'ai oublié de le préciser, des séances photos pour enfants. Voilà, exactement. Ça commence à 9 mois jusqu'à 17 ans. Pourquoi les enfants ? Parce qu'en fait, en fait, on a décidé de faire avec les enfants parce que c'est notre cœur de métier. D'accord. Et aussi parce qu'en fait... c'est un petit peu les enfants qui sont favorisés qui aident ceux qui le sont un petit peu moins. On l'a dit, derrière cette opération, il y a vous, 3 autres de vos confrères photographes. Comment ça a démarré cette opération ? Depuis 2011, vous menez ce genre d'opération. Comment ça s'est décidé ? Comment ça a démarré ? Pourquoi vous investir finalement dans ce projet ? En fait, cette question en fait, rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'à la base, notre cœur de métier, c'est la famille et les enfants, à tous, que ce soit Marjorie, que ce soit Arnaud, que ce soit Marie-Louise ou moi-même. Et du coup, ça nous a paru normal de s'orienter vers ce public-là, plutôt qu'un autre. Et puis, ce qu'on a pu voir aussi les années antérieures, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui expliquent à leurs propres enfants que peut-être eux, ils ont un peu plus de chance que d'autres. Et je trouve que justement, au niveau de la solidarité, il y a aussi le discours des familles avec les enfants, etc., en expliquant pourquoi ils vont chez le photographe et pourquoi ils achètent ces lots-là. Donc je trouve que c'est bien. On rappelle comment ça se passe concrètement, vous en avez dit 2 mots avant. On vous apporte à vous les produits et ensuite il y a la séance photo. C'est vous qui allez reverser ensuite ces produits au Secours populaire. Exactement. C'est-à-dire dans un premier temps, les gens doivent nous contacter pour prendre rendez-vous. Ils ont jusqu'au 31 janvier. Moi, actuellement, j'ai déjà 22 familles qui m'ont contacté. 3 sur les 22 qui m'ont carrément dit « c'est sûr, on participe ». Ces gens-là vont, en fonction de ce qu'ils souhaitent, amener des lots par rapport, comme je vous ai dit, des couches, etc. On va les stocker chez nous et à la fin de l'opération, on fait un petit cocktail et il y a les gens du Secours populaire de l'antenne d'Élancourt qui seront présents et qui viendront récupérer tout ça. Et pour vous contacter, il y a le site internet, il y a votre site internet qui va s'afficher d'ici un instant. Il s'affichera au cours de cet entretien. Si on vient pour vous présenter un petit peu, présenter aussi le style Frédéric Gras, vous l'avez dit, un corps de métier tourné vers les familles, tourné vers les enfants, c'est ça ? Exactement. Donc moi, je suis ce qu'on appelle un photographe portraitiste. Portraitiste, oui. Et donc, je fais énormément de familles, tout ce qui touche la grossesse, le nouveau-né, les enfants, les êtres humains en fait. Oui. Voilà. Et donc du coup, on a essayé de joindre nos qualités à la solidarité. Vous avez d'ailleurs été auréolé de quelques prix, c'est ça, notamment un prix portraitiste de France Excellence 2013, c'est ça ? Oui, ça remonte un petit peu. Ça remonte un petit peu. J'en ai eu des plus récents. Ouais. Effectivement, j'ai eu la chance en 2013 d'avoir ce prix-là. D'accord. J'ai eu en 2014
le deuxième titre en Europe, qualifié en européen de photographeur sur un travail sur la grossesse et le nouveau-né. D'accord. L'autre jour, quand je suis passé dans une autre émission chez vous, j'avais dit que le prochain challenge, c'était le meilleur ouvrier de France. Donc, je me suis inscrit et nous avons comment on appelle ça, le règlement, etc. Et on commence à pencher là-dessus. On suivra cette actualité dans les prochaines éditions du journal. Merci Frédéric Gras d'avoir été avec nous, photographe à Elancourt. Je rappelle que vous participez à l'opération Petit pot pour grand sourire. Elle a démarré aujourd'hui et, corrigez-moi, c'est jusqu'au 31 janvier, c'est ça ? Oui, on peut s'inscrire jusqu'au 31 janvier et dès à présent demander les infos sans souci. Et on peut vous retrouver également sur votre site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Du sport et du cyclisme à présent, le parcours officiel du Paris-Nice 2018 a été dévoilé hier par les organisateurs. On vous en parlait déjà dans le 7-8 journal. Comme chaque année depuis 9 ans, le peloton s'élancera le dimanche 4 mars depuis les Yvelines. Chatou a été choisi comme commune de départ. Les détails de ce tracé avec notre journaliste sportif, Mickaël Elimidoro. Après Bois-d'Arcy en 2017, c'est au tour de Chatou d'être ville-départ du Paris-Nice. Le 4 mars prochain, le peloton s'élancera pour un départ fictif de l'île des Impressionnistes avant un départ réel à Fourqueux. Les cyclistes passeront ensuite par Villepreux et Villiers-Saint-Frédéric avant de s'engouffrer dans la vallée de Chevreuse. On va aller chercher la côte de Boulay-les-Trous, on va aller chercher la côte de Châteaufort, mais côté Stèle, Jacques-Anquetil, donc ça parle aussi, ce sont des endroits qui parlent. Et un retour sur Saint-Quentin-en-Yvelines, Bois-d'Arcy, et après on sort du département à la Selle-Saint-Cloud. Le tracé de cette première étape de 135 km a été imaginé pour apporter du suspense à la course. Comme Paris-Nice se joue à quelques secondes près, les secondes qui seront prises ou perdues dès le premier dimanche dans les Yvelines compteront sans aucun doute 8 jours après sur la promenade des Anglais. Le lendemain, le peloton prendra le départ de la deuxième étape depuis le village d'Orsonville, une commune de moins de 400 habitants située dans les environs de Saint-Arnaud-en-Yvelines. Moi je trouve ça bien parce que le vélo c'est pas que le Tour de France, des épreuves comme Paris-Nice ça permet aussi à des communes qui n'ont peut-être pas toujours les moyens d'accueillir le Tour de France d'avoir une épreuve cycliste de renom avec des coureurs de renom et puis faire plaisir à tout le monde, aux habitants, aux gamins des écoles pas loin ou quoi, c'est bien. Une nouvelle accueillie avec enthousiasme par les habitants de la commune qui pourront croiser les stars du cyclisme français comme Arnaud Démare ou Varenne Barguil. Oui, je suis contente. Je suis pas trop le cycliste moi, mais mon conjoint le suit, donc on va sûrement aller voir les coureurs. Ça va peut-être dynamiser un peu le village, quoi. Hein, parce que c'est un petit peu calme, quoi. Et puis faire découvrir un peu aux gens le village d'Orsonville. Une fois le départ donné, les 22 équipes cyclistes rouleront pendant 4 km avant de quitter le département des Yvelines pour l'Eure-et-Loire. Ils reviendront en 2019 pour une nouvelle édition. Cyclisme toujours, son record restera pour longtemps dans les mémoires. À 106 ans, Robert Marchand arrête la compétition. Souvenez-vous, il y a un an, ce papy, pas comme les autres, établissait un retentissant record du monde de l'heure des plus de 105 ans, 22,547 km en 1 heure sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le centenaire raccroche sur conseil de ses médecins. Dernière performance, un titre de champion du monde amateur de cyclisme sur piste. Culture du Grand Théâtre Russe au Montansier à Versailles. Alain Françon met en scène Un mois à la campagne d'Ivan Tourguenieff, écrite en 1850 et immédiatement censurée. Cette pièce avait reçu un succès triomphal en 1909. C'est une pièce au cœur de tourments amoureux. On voit tout ça avec Mélanie Poquet. Je vous avoue, Michel, que ce jeune étudiant, ce Biliev, a fait sur moi une forte impression. Une impression qui va devenir dévorante, un tourment amoureux. Natalia Petrovna Islaïev, la maîtresse de maison, s'éprend d'un jeune étudiant. Un mois à la campagne est l'œuvre la plus célèbre d'Ivan Tourguenieff, une création censurée en 1850. C'est quand même très descriptif d'un état de la société russe dans les années 1850. Tourguenieff a d'ailleurs écrit un essai qui s'appelle Un homme de trop, le journal d'un homme de trop. Et c'est la génération des jeunes gens, quand ils reviennent après avoir fait leurs études à Berlin, ils ne comprennent plus rien à la société russe, très traditionnaliste. Dites-moi, que pensez-vous de mon collier ? C'est un très gentil garçon. N'est-ce pas, et si affectueux ? Alain Françon signe une mise en scène subtile et délicate où l'interprétation retenue des personnages masculins contraste avec les moi féminins. C'est aussi une pièce qui fonctionne beaucoup sur les émotions, mais qui effectivement, jusqu'à Flaubert et Tourguenieff, je veux dire, c'est seulement l'élite
qui pouvaient avoir des émotions. Les gens du peuple n'étaient jamais concernés par ça, par les états d'âme. Et justement, dans cette pièce, comme dans les romans de Tourguenieff, ou comme chez Flaubert, ou comme Stendhal, tout à coup, je veux dire, tout le monde a le droit. Une création au casting d'exception menée par Anouk Grimbert. Les Islaïev vous invitent à passer quelques jours en leur compagnie. Quel entrain, quelle gaieté, je n'ai jamais vu sur son visage une expression pareille. Ces images avant de refermer ce journal, un projet d'envergure d'ici 2020. Le château de Versailles prévoit de numériser 16 000 plans remontant jusqu'au XVIIe siècle. Les 2200 premiers viennent d'être mis en ligne gratuitement. Certains de ces plans sont signés Levaux ou encore Mansart. Campagne de restauration défi technique se pose. Les archives nationales, la BNF et l'université Cergy-Pontoise se sont associés à ce projet nommé Verspera. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 journal. C'est à revoir comme d'habitude sur notre site internet et notre application mobile TV78. Excellente soirée à tous.